Chers amis, nous allons évoquer ce soir un événement très important pour l'avenir du monde, pour les années qui viennent. C'est l'événement de l'élection américaine de la fin de l'année qui approche à grands pas. Et les États-Unis restant encore la première puissance au monde, il est évident que cette élection a un rôle déterminant pour la marche du monde pour les 4 années à venir. Alors, je voudrais parler d'abord des républicains. Les républicains, qui sont-ils? Eh bien, en gros, c'est un électorat plutôt conservateur, plutôt souverainiste, attaché aux valeurs familiales, attaché aux valeurs traditionnelles, qui met le travail au cœur de sa vie, qui met la famille au cœur de sa vie. C'est donc, grosso modo, un électorat conservateur. À l'inverse, les démocrates sont exactement le contraire de tout cela. C'est un électorat mondialiste, multiculturaliste, qui estime que finalement l'hédonisme est probablement un très bon projet pour l'homme, qui est un électorat assez libertaire, assez libertarien, et donc nous avons une opposition flagrante entre des républicains et des démocrates qui peuvent orienter l'Amérique pour les 4 années prochaines dans des axes absolument différents. Nous avons très souvent parlé sur cette antenne de notre ami Trump. Je voudrais faire un petit zoom aujourd'hui sur Joe Biden, donc qui est le candidat des démocrates. Alors d'abord, il faut savoir que Joe Biden est soutenu par tous ceux qui comptent dans le Parti démocrate, tout le gratin du Parti démocrate, un gratin qui peut être parfaitement contestable, avec tout de même un axe majeur extrêmement surprenant, c'est que ces grands soutiens du Parti démocrate sont souvent dans des problématiques sexuelles un peu bizarroïdes. Bien sûr, je pourrais évoquer Bill Clinton, l'homme au cigare fou, l'homme au cigare multifonction, qui a donné finalement le la à toute cette opération de sexualisation de la société. Et l'on voit aujourd'hui que beaucoup de soutiens de Joe Biden ont maille à partir avec des affaires sexuelles qui sont assez peu brillantes. D'ailleurs, Joe Biden lui-même est pris, si je puis dire, la main dans le sac. Alors il dit que bon, il est assez tactile, il aime bien toucher par la main, il aime bien les attouchements par la main. J'ose espérer que ces attouchements ne se faisaient que par la main, mais je n'ai pas le dossier complet entre les mains pour le moment. Donc, un problème tout de même qui traduit un espèce de libertarisme, un espèce d'hédonisme, un espèce d'autocentrage sur soi, sur ses pulsions, sur la magnificence de ses pulsions, qui n'est vraiment pas à l'honneur du Parti démocrate. Faisons un petit zoom sur Joe Biden lui-même. Qui est-il? Soyons clairs. Joe Biden est complètement gâteux. Il a du mal à aligner 2 mots à la suite, il est incapable de faire un discours, il est incapable de suivre un débat, il est incapable de marcher normalement, c'est quelqu'un d'extrêmement faible sur tous les plans. Est-ce un bon candidat pour être à la tête de la première puissance du monde? Cela peut poser tout de même question, je crois. Indépendamment de ça, son programme lui-même est absolument terrifiant. Joe Biden a décidé finalement de faire du Mélenchon plus, c'est-à-dire que c'est un espèce de programme gauchisant, axé sur l'antiracisme, sur le multiculturalisme, sur les aides sociales déversées à tire-larigot, alors que les États-Unis sont très endettés, avec par exemple une mesure simple, le salaire minimum doit être doublé. Ben oui, pourquoi pas Joe, pourquoi pas le triplé, ou pourquoi pas le quadruplé? Je trouve que le doublé c'est un peu mesquin tout de même. Donc on voit bien que Joe Biden pédale dans la choucroute, et il va sur le plan international chercher le général Powell, le général le principal collaborateur de George Bush, qui a inventé les armes de destruction massive de l'Irak au début du siècle pour déclencher la guerre contre l'Irak, tout cela étant évidemment un énorme mensonge, et cela aboutissant à détruire l'Irak et à déstabiliser en profondeur
tout le Moyen-Orient, voire le nord de l'Afrique. Eh bien, je trouve que le général Colin Powell n'est peut-être pas l'homme idéal pour aujourd'hui s'afficher comme le grand soutien de Joe Biden, sauf à estimer que les soutiens de Joe Biden valent ce que valent ce général. Donc, nous voyons bien que ces élections déterminantes sont engagées maintenant sur la base de deux visions de la société absolument antinomiques. Il faut espérer très franchement, pour les années à venir, que Joe Biden ne soit pas élu président des États-Unis. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Quelles sont les armes principales utilisées par la fachosphère? Les armes principales utilisées par la fachosphère sont dans l'ordre le mensonge à grande échelle, le mensonge permanent, le mensonge systématique. Deuxièmement, la haine partout. Et troisièmement, bien évidemment, la violence. Ces armes-là sont les armes habituelles de la fachosphère. Regardons ce qui s'est passé pendant la Révolution française, qui fut une révolution organisée, dirigée et mise en œuvre par des fascistes, bien évidemment. Eh bien, les conventionnels disaient publiquement « Nous avons comme devoir de faire du mensonge la vérité absolue, et c'est comme cela que nous pourrons juger de la Révolution en marche ou pas ». Ça veut dire qu'en clair, si l'on dit la vérité, la révolution s'arrête, mais si l'on ment en permanence, le mensonge supplante la vérité, la révolution est en marche. On voit ce qu'a donné la Révolution française à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, la fachosphère, qui est à l'extrême gauche à l'évidence, mais aussi d'ailleurs à gauche, manie avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de constance, beaucoup de violence, le mensonge. Le mensonge est l'arme privilégiée de la fachosphère qui se situe à l'extrême gauche ou à gauche. On en voit tout le temps, sans cesse, tous les jours des exemples. Un exemple récent en date, le politologue Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, politologue reconnu, homme brillant, homme qui fait une analyse politique des choses, il est politologue, il écrit des livres, il fait des articles, il fait beaucoup de conférences. Guillaume Bernard est invité par Génération Identitaire. C'est tout à fait normal que Guillaume Bernard réponde à l'invitation de Génération Identitaire. Que n'avait-il fait? La fachosphère s'est littéralement déchaînée contre lui. Il a été traité de toutes les façons possibles et imaginables, avec des mensonges sur sa personne, sur ses idées, sur sa façon de procéder, des mensonges absolument infects. Et d'ailleurs, ces mensonges étaient aussi à destination de Génération Identitaire que la fachosphère de gauche ou d'extrême gauche ne supporte pas, évidemment. On a un exemple très précis du mensonge grossier, du mensonge primaire qui a pour but en réalité d'exécuter socialement un homme, Guillaume Bernard, ou une association, Génération Identitaire. Et l'on voit que cette extrême possibilité de mensonge à tous les étages aboutit évidemment à la haine et à la violence contre ceux qui sont effectivement cloués au pilori. Nous voyons donc que, plus que jamais, la fachosphère n'est évidemment pas à droite, mais est à l'évidence à gauche ou à l'extrême gauche. Et là est le danger pour la France, car souvent, la population française ne se rend pas compte de cet état de fait et pense que la fachosphère serait à droite ou à l'extrême droite, ce qui, évidemment, est un énorme mensonge ou une énorme erreur pour ceux qui ne connaissent pas la réalité.
Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Le Liban a été ravagé par une épouvantable explosion à Beyrouth qui a détruit partiellement la ville. Cette explosion épouvantable est-elle due à des négligences? Est-elle due à des missiles? Puisque les services de renseignement ont l'air de parler de 2 missiles qui auraient frappé les hangars. Nous ne le savons pas et ce n'est pas l'objet de ma chronique. Je voudrais plutôt parler de ce qu'a fait Macron. Macron, lorsqu'il y a eu cette explosion, a eu effectivement un certain sens politique en prenant immédiatement un avion et en allant à Beyrouth. L'idée était bonne, il fallait soutenir le peuple libanais. Le voyage lui-même s'est plutôt mal terminé car Macron a fait des discours, a eu des mots qui ne sont pas des mots d'un président de la République française qui doit normalement apporter son soutien avec dignité. Il a dû estimer nécessaire de donner une petite leçon aux Libanais et je pense que à ce garçon à qui l'on doit donner tant de leçons, les Libanais n'ont pas forcément apprécié les mots de Macron. Mais là n'est pas le problème. C'est qu'à peine sorti du Liban, Macron s'est précipité à Brégançon et a cru extraordinairement intelligent de faire du scooter des mers. Ainsi donc, un peu de commisération pendant quelques heures, mais immédiatement, la vie revient telle qu'elle est, la vie hédoniste, mon plaisir personnel, je vais faire du scooter des mers devant une foule de photographes. Décidément, les scooters ont l'air de peser de tout leur poids sur les épaules des présidents de la République. François Hollande enfourchait son scooter nocturne pour aller voir Julie Gaillet et se livrer au plus parfait amour. Mais au moins c'était poétique, il y avait du François Roméo et du Julie Juliette dans cette affaire. Et ces équipages nocturnes avec un scooter tout noir et le président de la République casqué qui allait fricoter avec Julie, il y avait quand même quelque chose de frémissant, de sympathique. Là, que fait Macron? Il va fricoter avec un épouvantable engin en acier et il fend les flots dans un espèce de plaisir solitaire qui est objectivement absolument lamentable. Car enfin, en faisant cela, en agissant ainsi, Macron fait de l'anti-tout. Il fait de l'anti-écologie, car évidemment que le scooter des mers est anti-écologique avec son bruit assourdissant, avec ce monstre en acier qui a coûté une fortune en termes de fabrication, avec ce détournement des flots magnifiques et des poissons qui sont en dessous et qui sont massacrés finalement par ces engins épouvantables qui fracassent les océans. Donc anti-écologique, antisocial au moment où la France souffre, au moment où l'on annonce du chômage, au moment où il y a des plans de licenciement, faut-il véritablement faire du scooter des mers en maillot de bain? C'est lamentable. Et puis en termes politiques, l'erreur est tellement grossière, l'erreur est tellement effrayante que je ne la commenterai même pas. Finalement, à une certaine époque, nous avions la politique. Puis nous avons eu la politique spectacle. Et maintenant, nous avons le spectacle sans politique. Et sur ces très tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Nous avons vécu au printemps dernier sous
la lumière du clan Traoré. Le clan Traoré faisait la une des médias, le clan Traoré faisait la une du monde politique, il n'y en avait que pour le clan Traoré. Bon, c'était un clan de délinquants, mais peu importe. C'était le clan Traoré qu'il fallait valoriser par tous les moyens et tout était permis au clan Traoré. D'ailleurs, Castaner lui-même l'avait dit, il avait dit « quand l'émotion est grande, elle prime le droit ». Donc le clan Traoré pouvait organiser des manifestations interdites, aucun problème. Le clan Traoré pouvait, à la fin des manifestations, casser un petit peu. Aucun problème. Le clan Traoré avait tous les droits. Et Adama Traoré, qui avait perdu la vie lors d'un contrôle de police, était une sorte de héros. C'était un multirécidiviste, mais tout de même, c'était un héros, peut-être même un saint, peut-être même un dieu. Il n'y en avait que pour cet homme qui était sans doute un héros, un saint ou un dieu. Cela, c'était jusqu'en juillet dernier. Et puis, l'on apprend dans un jugement que M. Traoré, dans sa prison, était un violeur multirécidiviste. Il violait son codétenu. Et là, brutalement, le clan Traoré a disparu. Il s'est évanoui en fumée. Plus personne ne parle du clan Traoré. Traoré, c'est fini. Traoré n'existe plus. Alors finalement, c'est un petit peu réjouissant parce que on s'aperçoit que lorsque M. Traoré est multirécidiviste, cela ne pose aucun problème, nous pouvons manifester notre soutien à M. Traoré multirécidiviste. Cela dit, quand M. Traoré pratique le viol sur un codétenu, c'est donc un homme qui viole à répétition un homme. Là, ça fait un petit peu désordre, ça déstabilise. Bon, il aurait violé une femme, ça n'aurait pas été très grave, on aurait trouvé des raisons. Bon, on peut avoir des pulsions, il faut bien que jeunesse se passe, voilà, on peut avoir des gros besoins, ça n'est pas forcément dramatique. Mais là, violer un homme de façon répétitive dans une prison, franchement, là, c'était moche. Et manifestement, la classe politico-médiatique cet été a trouvé cela moche. Donc, violer un homme, c'est moche, au moins pour le moment. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Le coronavirus va-t-il transformer les pays occidentaux en pays dictatoriaux? La question peut sembler stupide. La réponse va de soi. Non, c'est tout de même impossible. Quand même, n'exagérons pas. Monsieur le chroniqueur de TV Liberté, vous poussez le bouchon trop loin. Eh bien, le chroniqueur de TV Liberté se pose tout de même quelques questions. Je voudrais citer l'exemple de l'Australie. L'Australie n'avait pas été touchée de façon massive par le coronavirus. Aujourd'hui, manifestement, l'Australie commence à s'inquiéter. Le coronavirus a l'air de s'installer dans ce continent. De l'inquiétude, on est passé à la panique, et de la panique, on est passé à une espèce de folie. Que s'est-il passé depuis quelques jours? Eh bien, l'on s'aperçoit que, par exemple, une jeune fille dans la rue, et la vidéo a été vue des millions de fois, se fait violenter par un nombre important de policiers parce qu'elle n'avait pas son masque. Et faut-il véritablement 8, 10 ou 12 policiers pour arrêter et violenter à ce point une jeune fille qui simplement n'avait pas son masque? Cela est terriblement inquiétant. Autre point très inquiétant, le gouverneur de Melbourne, qui est un gauchiste de chez gauchiste, le vrai gaucho écolo, le pur dictateur dans toute sa splendeur, a pris des mesures hallucinantes, ahurissantes, qui font froid dans le dos. Désormais, le masque est obligatoire même dans les lieux privés et la police a le droit de sonner dans les maisons
et si la porte ne s'ouvre pas, de fracturer la porte pour vérifier à l'intérieur des maisons que le bon citoyen australien porte bien son masque. Lorsque la police, sans aucune possibilité de recours de la part des particuliers qui la subissent, lorsque la police peut fracturer les portes de domiciles privés pour inspecter des domiciles privés, nous sommes là à la veille d'une situation dictatoriale. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Et cela vient d'un continent considéré comme une très grande démocratie, l'Australie magnifique, le pays démocratique par excellence. Eh bien, ce pays démocratique est capable de mettre en route des mécanismes absolument fascisants. Et cela n'est pas très réjouissant pour la suite. L'on peut véritablement se demander aujourd'hui si les grandes démocraties, entre guillemets, n'arrivent pas tout simplement à leur dernier souffle. Sur ces très tristes paroles, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.